Petite vidéo d'intro pour toi qui me regarde derrière ton écran. Prépare-toi à bien regarder jusqu'à la fin cette FAQ parce qu'elle va t'apprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas gardé ma langue dans ma poche. Je suis actuellement au boulot, comme tu peux le voir. Juste derrière, il y a l'écran et je bosse pour mes clients. Mais je voulais juste faire une petite vidéo d'intro pour te dire que je vais répondre à tout plein de questions. J'en ai sélectionné une dizaine de mes élèves, des gens sur YouTube, des mails que j'ai pu recevoir. Et je te remercie si tu y as participé dans cette vidéo. Et je vais parler évidemment de finances, d'argent, des choses tabous, des dramas qu'il a pu se passer dans ma vie de copywriter. Et je te dis à très bientôt, reste bien jusqu'à la fin, tu risques d'être surpris. Place à la vidéo. Bon, je suis peut-être en contre-jour, mais on va y aller comme ça, avec la vue derrière moi, cette petite FAQ des familles du copywriting. Aujourd'hui, je me trouve dans un resort à Ubud, donc je te laisse imaginer juste le cadre que j'ai, c'est magnifique. Et on va justement pouvoir en parler dans cette FAQ parce que vous m'avez posé pas mal de questions et je vais y répondre. J'en ai eu et reçu une vingtaine et j'en ai sélectionné une dizaine parce qu'il y en avait justement qui se croisaient et donc je les ai, eh bien, si tu veux, mises ensemble. Comme ça, au moins, ça répond à toutes les questions, on va dire globalement de la chaîne et que tu te poses soit sur moi, soit sur le copywriting, soit sur le côté digital nomade en général. On est parti. Donc la première question de Wahid. Salut Mike, j'espère que tu vas bien et que ton adaptation à Bali se passe pour le mieux. Ma question est la suivante, comment t'es-tu formé au copywriting? Je me suis formé au copywriting en mars 2021. Tu dis que tu t'es lancé en mars 2021. Qu'as-tu fait les mois qui ont précédé? Rien, tu es au chômage technique, je pense comme tout le monde, en tout cas comme la majorité de la population qui ne pouvait pas faire grand-chose dû au Covid. Et si tu as suivi une ou des formations, peux-tu nous dire lesquelles? Ce serait cool d'avoir ton retour sur ce qui s'est passé et ce que tu as fait avant que tu ne te lances dans un de tes emails. Tu dis t'être formé auprès de Greg Lagrange, tu n'as pas apprécié ton expérience. Eh bien, tu le sais, je me suis formé avec Greg Lagrange et ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais espéré, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il avait tout copié de Ben Settle, qui est un marketeur américain qui fait des emails et qu'il avait tout copié-collé sur lui. Donc évidemment, après question d'éthique ou de morale, certaines personnes vont prendre sa défense, certaines personnes vont prendre la mienne. On n'est pas là pour parler de ça, mais dans tous les cas, c'était pas une expérience agréable en tant que client. J'ai donc écouté mon intuition et je n'ai pas pris de formation chez lui, manque de feeling. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pris une formation chez lui par biais d'autorité, par biais d'association. Il a fait une vidéo avec Stan Leloup et Stan Leloup, on va dire, met comme titre le king du copywriting. Mais dans tous les cas, moi, j'ai juste pris ça parce que je voulais être le meilleur et je le veux toujours, on va dire, être le meilleur en copywriting. Donc, le meilleur pour toi, ça va être la différence avec le meilleur pour moi. C'est vraiment juste devenir meilleur chaque jour, on va dire, battre des records en copywriting. Voilà, donc j'espère que ça répond à ta question. Elle était assez longue. Deuxième question de Maryse. Bonjour, j'ai suivi 2 formations, le marketing digital, l'e-commerce, Google Ads, récemment le copywriting. Je ne sais toujours pas quelle niche choisir. Au final, j'en ai marre, je ne sais pas par quoi commencer. Je suis égaré avec des informations par-ci par-là. Il y a de quoi devenir folle. Eh bien, Maryse, sache que pour trouver une niche, il n'y a pas, on va dire, une technique secrète. Il faut juste que tu observes ce qui marche en ce moment et tu verras où les gens vont. Donc, typiquement, il y a la crypto-monnaie, le développement personnel. Ça, c'est des grandes niches, proprement parler. Et ensuite de ça, typiquement, ou alors la santé, c'est même pas une niche, la santé, mais on va dire le coaching sportif ou en tout cas perdre du poids, prendre du muscle, etc. Ce sont des niches. Maintenant, il y a 3 grandes niches. Il y a celle de la santé, celle de l'amour et celle de l'argent. Ça, on peut vraiment les dissocier et après retrouver des sous-niches. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que vis-à-vis des 3 niches, tu vas trouver là où toi, tu es la plus sensible, là où toi, tu as envie de t'épanouir en tant que personne. Parce que ton copywriting va se ressentir directement par rapport à ce que tu vas écrire sur Internet et ton énergie va se ressentir directement avec tes clients. Donc première étape, c'est vraiment d'être épanoui dans ce que tu écris et d'être peut-être même un petit peu connaisseuse de ce que tu écris. Regardez les 3 plus grandes niches, allez après en dessous, puis après tu regardes les sous-niches, que ce soit le marketing, le copywriting, Facebook Ads, Instagram Ads, que ce soit séduire un homme, séduire une femme, comment draguer sur Tinder, comment prendre des photos, etc. Et ensuite tu as la niche de la santé et donc on va dire dans le sport, la perte de poids, le gain de poids. Il y a quelque chose que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, des coachings ou des formations pour se stretcher, donc pour vraiment devenir beaucoup plus souple, tu vois.
dans le mouvement, etc. Donc il y a le yoga, le pilates, etc. Ce sont des sous-niches que tu peux justement, là où tu peux aller pour t'épanouir. Donc ça ne sert à rien de se prendre la tête à vouloir trouver la niche parfaite. Ça va vraiment venir avec le temps, avec les rencontres que tu vas faire et avec les clients que tu vas rencontrer et aussi avec l'évolution que tu vas avoir. Parce que ton évolution va déterminer à chaque fois, petit à petit, les clients que tu vas rencontrer, les clients que tu vas signer et les niches avec lesquelles tu vas pouvoir travailler. Maintenant, troisième question de Joe. Dans son livre, Joe Sugarman nous apprend qu'il faut créer un environnement propice à la vente de notre produit dans la copie. Comment tu t'y prends pour mettre cet environnement en place? Tout simplement, il y a vraiment, c'est une question assez vague, hein, c'est un contexte, d'accord? Il parle plutôt de contexte. Donc pour contextualiser, on va dire ta copie, on va dire qu'il faut mettre un client dans un bon environnement de vente, c'est déjà savoir à qui tu t'adresses. Donc déjà cibler ton client, lui parler de lui et pas de ta solution forcément au début, lui parler de lui, de ses problèmes. Le mettre dans un environnement, c'est le mettre dans un mindset d'achat, d'acheteur, d'accord? Parce que ton client, lorsqu'il va arriver sur ton site ou qu'il est sur ta pub Facebook, il n'est pas du tout dans un mindset d'acheteur. Donc c'est vraiment le mettre dans ce mindset-là, lui parler directement de ses problèmes par exemple et d'aller chercher on va dire l'argument ou les arguments qui vont permettre de jouer sur ce levier, sur cette balance que lorsqu'il arrive vers la fin de ta page de vente ou la fin de ton email, il n'a qu'une envie, celle d'acheter. Après, tu peux vraiment mettre et ajouter de l'urgence. Tu peux mettre donc de la vraie urgence, on est d'accord les gars, on ne va pas mettre de la fausse urgence pour faire style que ça s'arrête. Hein. Ça, c'est vraiment dans les années 2000. De l'urgence, on va dire, correcte, de la scarcity utile et surtout pour vraiment qu'il prenne une décision qui va lui permettre de transformer une partie de sa vie, que ce soit pour ses finances, que ce soit pour ses relations ou alors pour sa santé. Maintenant, quatrième question. Après une inscription sur une landing page, que penses-tu qu'il est le plus opportun d'annoncer? Une promo de bienvenue avec une formation de moins de 100 €. Si on prend une séquence d'accueil de 7 emails par exemple, 1. Vendre dès le premier email de la séquence en mode agressif, j'ai une formation à vendre. Donc en 2, annoncer la promotion de bienvenue dans le milieu de la séquence après avoir donné de la valeur. Même question pour un webinaire. Ok, donc là il y a deux questions en une. Donc déjà pour moi, on vend à tous les emails. Ça peut être dans le PS typiquement et pas besoin d'être agressif. Quand la personne est dans ton mail de bienvenue, tu vas déjà, on va dire le welcome quoi. Tu vas déjà, comme si tu es nouveau sur cette chaîne, welcome. Tu vois des gens derrière moi qui brassent, tu vois la jungle derrière moi, je me fais piquer par des moustiques, c'est brut, c'est transparent, c'est franc, c'est honnête, c'est tout ce que j'aime. Et donc, bienvenue, abonne-toi, pense à t'abonner et à nous rejoindre dans la source et tu verras une séquence email de bienvenue construite, on va dire, comme je pense qu'il faut le faire. Donc vendre à tous les emails, par contre, tu peux vendre dans les PS, tu peux juste ajouter, on va dire, une certaine call to action. Et ensuite de ça, dans les autres emails, tu peux toujours avoir la formule PAS, problème, agitation, solution, où tu vas parler du problème et tu vas l'emmener tranquillement vers la vente. Mais aujourd'hui, je crois en tout cas, au début surtout, que quand tu fais une rencontre avec une femme, typiquement, tu ne vas pas directement lui demander de t'épouser, d'accord? Ça serait trop agressif. Tu vas juste lui dire ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Et ensuite de ça, tu vas lui proposer, par exemple, mon programme phare, etc., que tu peux retrouver ici. Clique ici pour le retrouver. Et donc, typiquement, tu as un programme, tu as un petit PS ou tu as même un petit call to action qui n'est pas trop intrusif, pas trop agressif. Et c'est ce qu'on aime, c'est juste une proposition. Dans les autres emails, c'est la même chose. On va toujours donner plus de valeur. Hein. Pour les autres mails, je dirais la même chose, valeur et puis vente. Et pour les derniers, par contre, et là, tu peux ajouter de l'urgence si elle est intéressante à être utilisée. Et même question pour un webinaire. Webinaire, c'est différent. Le contexte est complètement différent. Ce que j'ai moi-même appris au fur et à mesure des années et encore aujourd'hui avec les clients avec lesquels je travaille, c'est que le contexte, les amis, gardez ça en tête. Le contexte est complètement différent et c'est vraiment le mot d'ordre de cette vidéo. Donc s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, ce serait celle-ci, c'est que le contexte est différent pour chacun d'entre nous, d'accord? Dans chaque niche, dans chaque combinaison, on va dire, d'offres. Même question donc pour un webinaire, non. En fait, le webinaire, tu ne vas pas forcément vendre dans la séquence de bienvenue. Tu vas vendre le fait d'assister au webinaire. On veut du show-up rate. On veut que les gens arrivent. Ils s'inscrivent, mais
encore une fois, l'étape la plus facile, c'est qu'ils s'inscrivent, mais l'étape la plus difficile, c'est qu'ils y assistent. Et donc, nous, ce qu'on veut dans la séquence mail, par exemple pour un webinaire, ça serait qu'ils y assistent. Et donc, après, post-webinaire, là qu'ils ont vu ton offre, ils ont tout vu, eh bien oui, tu peux proposer de vendre ton produit peut-être un peu plus agressivement avec justement, encore une fois, de l'urgence, la scarcity et des biais psychologiques que tu dois connaître certainement si tu regardes cette chaîne depuis le début. 5e question. Qu'est-ce que tu penses du fait de se créer une audience LinkedIn en parallèle de la prospection, même si ce n'est pas là où se trouvent les potentiels clients? Perte de temps, point d'interrogation, ou ça peut ramener du monde sur le long terme? Alors tout dépend. Moi, c'est vraiment une face de mon business avec laquelle je m'épanouis aussi. Donc j'ai mes clients et j'ai mes élèves. Vous êtes plus de 70, donc 70 personnes à m'avoir fait confiance aujourd'hui dans mes formations. Et je m'épanouis vraiment à vous les donner, à vous les partager, à partager cette information, à vous coacher et à contribuer à ma manière à votre réussite. Donc tout dépend de ce que tu souhaites faire. Si tu souhaites travailler dans l'ombre et ne pas, si tu veux, t'exposer sur YouTube, parce qu'il y a aussi les critiques, il y a aussi les haters, etc. T'exposer sur YouTube, Facebook, LinkedIn, etc. C'est ton choix et tu peux totalement très bien vivre sans t'exposer. Qu'est-ce que je pense de se créer une audience? Je pense que c'est la chose la plus magnifique. Je pense que c'est la chose la plus épanouissante que j'ai eu l'occasion de faire, la plus stressante aussi, la plus challengeante. Mais c'est quelque chose que je te conseille de faire si tu en as l'envie, parce que ça va te permettre de t'ouvrir aussi à d'autres portes que juste faire du copywriting dans ton coin. Ça va te permettre justement de rencontrer des gens extraordinaires, des groupes d'entrepreneurs, des gens complètement différents qui ont d'autres mentalités, des clients aussi que tu vas pouvoir obtenir par le biais de vente de formation par la suite ou de vente de coaching, de consultation, etc. Et donc, c'est quelque chose de très pertinent à faire, surtout si tu en as l'envie. Encore une fois, garder en tête l'envie aussi et ne pas faire les choses parce que tout le monde le fait. De Maxime, qu'est-ce que tu ferais de différent si tu étais de nouveau copywriter débutant? Écoute, je pense que je me formerais. Déjà, je n'écouterais pas les gens qui disent je suis le king du copywriting ou le boss du copywriting ou celui qui fait des millions ou des milliards d'euros sans montrer aucune putain de preuve. Donc qu'est-ce que tu ferais de différent? Donc j'écouterais pas ces gens-là. J'écouterais surtout des gens, j'ai pas envie de dire comme moi, parce que je ne suis pas tout rose non plus, mais dans tous les cas, qui sont beaucoup plus francs dans leur démarche, qui sont beaucoup plus terre à terre et qui sont là vraiment pour t'aider, que tu ressentes quelque chose, on va dire, de chez cette personne-là qui est vraiment là pour t'aider et qui est vraiment là pour contribuer à te partager sa passion pour son sujet de prédilection. Et moi, je me formerai beaucoup plus rapidement. En fait, si tu veux, tu as cette aversion à la perte et tu as cette aversion du « j'ai peur de me former, j'ai peur de perdre de l'argent ou d'être déçu ». Et c'est normal, c'est normal. Et c'est pourquoi, normalement, tu as toujours des garanties et profite de ces garanties-là, c'est-à-dire forme-toi et si jamais la formation ne te plaît pas, demande la garantie et généralement, si le formateur est honnête, il te rend ton argent. Donc qu'est-ce que tu ferais de différent? Je me formerais beaucoup plus et beaucoup plus rapidement parce que c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, je me forme, faut le savoir. Que ce soit que je me forme, avec mes clients aussi, on peut appeler ça une certaine forme de consultation, de formation parce que ils ont des idées nouvelles, je les écoute, j'essaie de les appliquer, je m'épanouis et j'évolue. D'accord? Et tu vas toujours sans cesse évoluer. Si tu penses t'investir dans un sujet et connaître tout au bout de 3 mois, tu te mets une balle dans le pied et surtout, pas beaucoup de gens vont vouloir travailler avec toi et sur le long terme, je parle, si tu veux construire un business sur le long terme. Donc se former toujours, prendre une formation tous les 3 mois, je pense que c'est un bon rythme. Tous les 90 jours, tu prends une formation, tu la testes, après tu la mets en application aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'informent, qui bouffent des connaissances, qui font de l'infobésité et en fait qui n'appliquent rien et c'est pourquoi aussi ils n'ont aucun résultat. De Julie, merci pour tes vidéos Mike qui me correspondent totalement. Je suis au début de mon aventure et en pleine reconversion pour devenir copywriter. Mais le truc c'est que j'ai un gros syndrome de l'imposteur et que je n'ai aucune expérience. Comment faire? La réponse basique, c'est d'avoir de l'expérience. C'est plus tu vas avoir de l'expérience, moins tu vas avoir de syndrome de l'imposteur. Et je t'avoue que aujourd'hui encore, c'est normal que j'en aille par exemple du syndrome de l'imposteur parce que j'évolue à chaque stade de mon business. Au tout début, j'avais des petits clients. Ce que j'appelle des petits clients, c'est des dizaines par exemple. Moi, je me suis basé sur l'infoprenariat et des petits clients sur ce domaine-là, l'infoprenariat.
Donc 10 000 abonnés, 40 000, etc. Ensuite, je suis passé à 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, des gens qui m'ont contacté, etc. et avec qui on a pu collaborer ensemble. Et ensuite, aujourd'hui, je suis à plus d'1 million d'abonnés. Je travaille avec des clients qui ont plus d'1 million d'abonnés, qui ont vraiment un gros business derrière, un gros marketing et qui justement demandent beaucoup plus de ressources et beaucoup plus de challenge. Et donc, tu vois, tu as toujours ce côté étape par étape avec ce syndrome de l'imposteur. Je pense que de toute manière, tu vas toujours le ressentir parce que tu vas toujours te remettre en question, premièrement. Et deuxièmement, pour ne plus trop le ressentir, ou en tout cas pour, on va dire, avoir quelque chose à apporter et vraiment être presque sûr de toi, encore une fois, garder le contexte en tête, eh bien, ça serait de te former, premièrement, et deuxièmement, par exemple, dans le domaine surtout du copywriting, d'écrire tous les jours. Moi, j'écris tous les jours. Donc voilà, écrire, ça va te donner justement une pratique, on va dire, une pratique délibérée. Et ensuite de ça, eh bien, contacter des clients petits, moyens et grands. Y aller tranquille. Essaye pas de forcer le process. Vas-y tranquille, prends ton temps et sois, on va dire, sereine, confiante là où tu veux aller. De Mathilde. Top que tu fasses une FAQ, merci. Quel livre recommanderais-tu pour te lancer dans le copywriting? Et s'il n'y en avait qu'un seul à lire, ce serait lequel? Waouh, ça c'est une bonne question. Il y en a tellement, franchement il y en a trop. Si je devais en lire qu'un seul, ce serait Ready, Fire, Arm. Je suis encore une fois au premier chapitre parce qu'il fait des chapitres dans ce livre qui est assez intéressant d'ailleurs comme méthode. C'est que il donne toutes les méthodes pour construire un business à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et chaque chapitre est pour passer à un stade. Et aujourd'hui, moi, j'en suis même pas au stade du million, donc on va se calmer. Mais donc, je n'ai lu que le premier chapitre et j'essaye de l'appliquer. Et ensuite de ça, lequel je recommanderais dans le copywriting serait The Persuasive Code. Et il me semble qu'il existe en anglais, c'est le neuromarketing, comme ça. Si j'oublie pas, j'essaierai de les mettre dans les liens en description. De Sigliane. Hello Mike, merci pour tes formations et ton contenu gratuit qui vaut de l'or. J'ai une petite question qui me bloque. Comment fait-on pour connaître le CA d'une campagne d'un client pour qui on travaille? Si on veut lui demander comme rémunération un pourcentage. Alors, tu ne peux pas. Première réponse, c'est que tu ne peux pas. Deuxième réponse, c'est que tu peux utiliser un lien d'affiliation que je ne te conseille pas parce que s'il y a un bug, eh bien, tu te retrouves dans la merde. Pour t'expliquer, eh bien, moi, dans mes premiers clients, j'ai fait comme ça. Et il y a eu pas mal de bugs et donc après on a arrêté la collaboration comme ça et on a changé pour une rémunération au mois. Donc pour moi, rémunération au pourcentage, c'est vraiment que tu as une grosse confiance, un contrat aussi écrit et avec une grosse entreprise, grosse société qui est sérieuse et pas forcément des entrepreneurs sur le web. Et surtout pas à reproduire les conseils de notre cher Olivier Roland. De Nader. Salut mec, franchement je kiffe grave tes vidéos, c'est pertinent de fou. Lorsque tu dis qu'il faut viser une niche spéciale, faut-il alors avoir fait des études dans le domaine dédié ou bien être en amont bien renseigné ou très bien renseigné sur le sujet? Et je voudrais te demander si tu vises quelle niche toi, si ce n'est pas trop indiscret. Ok Nader, alors écoute, merci beaucoup. Et lorsque tu dis qu'il faut viser une niche spéciale, faut-il avoir des études? Non, pas du tout. Juste avoir un intérêt, c'est-à-dire que si tu as un intérêt pour la cuisine, mais fonce, il y a tellement de choses à faire dans le copywriting pour la cuisine, pour les gens qui sont passionnés par ça. Si tu as un intérêt pour la peinture, fonce. Il y a aussi des cours, par exemple, d'infopreneurs qui t'apprennent à peindre. Donc fonce, fonce, fonce. Et en fait, il faut juste avoir un intérêt, un désir et une curiosité qui va te permettre justement de trouver des angles nouveaux et qui va te permettre surtout de ne pas t'ennuyer. Encore une fois, parce que ton copywriting, quand tu vas l'écrire, a une certaine énergie, tes mots ont une énergie et donc ça va se ressentir sur tes mots, tes phrases, tes textes. Donc fais bien attention à être épanoui, surtout dans ce que tu fais. Et au moins que ça t'intéresse, un minimum. Et je voudrais te demander, tu vises quelle niche toi, si ce n'est pas trop indiscret? Écoute, quand je me suis lancé, j'ai visé la niche du coaching sportif, comme je te l'ai expliqué. Ensuite, je suis parti sur la séduction parce que j'avais envie de faire quelque chose là-dedans et ça a très bien marché. Et aujourd'hui, je suis dans le développement personnel et ça marche très très bien pour moi. De Ellie et Mike, prochaine vidéo sur l'histoire de ton commencement en copywriting. Tu avais pris une formation, comment ça s'était passé, l'histoire avec ton tout premier client, comment tu as appris à gérer tes relations clients, étant freelance et satisfaire tes premiers clients. Sinon, ta chaîne délivre des top valeurs. Merci beaucoup, Ellie. Eh bien, il y a plusieurs questions à cette réponse. Et je pense que l'histoire, tu la sais déjà, tu la connais déjà, donc on va la zapper. Maintenant, j'avais pris une formation de Greg Lagrange que je ne recommande pas du tout. Et l'histoire avec ton tout premier client, oula, mon tout premier client, ouais. Je peux te raconter cette histoire. J'avais justement contacté un très très grand infopreneur, donc j'avais essayé de forcer le process. Un très très grand entrepreneur avec, où moi j'avais aucune expérience. Et j'ai réussi à l'avoir au téléphone pour, on va dire, il travaille dans l'immobilier. Au moins ça te donne du contexte. Et donc il gagnait plusieurs millions par an. Et moi, minot que j'étais dans le copywriting, je lui dis mais tu gagnes des millions, moi je peux t'en faire gagner plus encore.
Et il était un petit peu perplexe, mais ok, je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Et je lui ai dit, écoute, je te prends 10% sur les ventes. Donc ok, pas de problème, il le fait le truc et tout. Donc sachant qu'avec ses pages, etc., il générait déjà 2 millions par an, mais je te garantis que ces pages, que ce soit page de vente ou email, c'était vraiment horrible pour les yeux. Donc je savais que je pouvais faire quelque chose pour lui et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une séquence email de 7 emails et une page de vente vraiment béton. Pour l'époque, en tout cas, pour l'époque, quand je la regarde maintenant, c'est un peu moins béton, mais pour l'époque, avec peu d'expérience, c'était vraiment béton. Il l'a utilisé, il l'a mis en place et c'était ciao, plus de nouvelles, plus rien. Et donc, on peut dire que ma première expérience, eh bien, ce fut une arnaque, un échec total. Et c'est normal, d'accord, en tant qu'entrepreneur, c'est normal, tu vas rencontrer des gens malhonnêtes, tu vas rencontrer des gens honnêtes, tu vas rencontrer des gens vicieux, tu vas rencontrer des gens extraordinaires. C'est la vie, hein, finalement, c'est la vie. Et maintenant, on arrive au clou du spectacle, parce que oui, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc c'est de Stéphane. On va parler d'argent, on va parler de moula, on va parler des choses qui blessent. De Stéphane, tu dis gagner entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Mais c'est du chiffre d'affaires et pas du bénéfice. Tu travailles avec combien de clients et comment fais-tu pour gérer les voyages en plus de tes clients? Donc déjà, merci beaucoup Stéphane pour cette question et je vous remercie tous, hein, c'est la dernière question que j'ai. Je vous remercie tous et toutes. Donc de Stéphane, tu dis gagner entre 3 000 et 5 000 euros par mois. Aujourd'hui, je suis plus entre 4 000 et 7 000 et ce n'est que du bénéfice en fait finalement quand tu y penses. Pourquoi je te dis ça? Alors évidemment, tu as les impôts, etc. Donc j'enlève, on va dire 15%, mais au final, eh bien, c'est que du. Il n'y a pas de. J'ai pas de, on va dire, d'équipe derrière moi. Je suis vraiment solopreneur. J'ai pas de logiciel à payer à part Gdoc qui est gratuit. Aujourd'hui, vu que je suis solo, eh bien, c'est 95%, 95% du bénéfice. Le reste, c'est pour les impôts. Tu travailles avec combien de clients et comment fais-tu? Aujourd'hui, je travaille avec 3 clients. Et comment fais-tu pour gérer les voyages en plus de tes clients? Ça, c'est une question d'organisation, hein. Je pourrais en faire une vidéo complète, mais c'est une question d'organisation, aussi de respect vis-à-vis des deadlines de chaque client. Donc, il faut vraiment bien s'organiser. Mais après, c'est un pli à prendre, hein. C'est quelque chose qui va assez vite, sachant que nous, on pratique le slow travel, où on voyage vraiment 3 à 6 mois dans une destination et on ne bouge pas. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo assez simple, dans un cadre magnifique, dans un resort ici à Ubud. Je suis très heureux, très épanoui. Je te remercie encore une fois de suivre la chaîne. Et rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. C'était Mike, ciao.